Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Nurea TV, on est très heureux de vous retrouver ce soir. Et d'ailleurs, merci d'être présent pour cette soirée exceptionnelle, car ce soir, On fête nos 4 ans! 4 ans. Le temps passe vite quand on ne s'ennuie pas et on peut vous dire que depuis toutes ces années, c'est le cas pour nous, on n'a pas vu le temps filer. On a pris quelques rides, À peine, à peine, à peine. Ça se voit léger. pas. Mais c'est vrai qu'on a amélioré petit à petit les caméras, donc c'est un peu plus net, ouais. Les rides se voient un petit peu plus, forcément la technique s'améliorant de mois en mois, d'année en année. En tout cas, on est très très heureux de fêter ce Mhm. 4e anniversaire en votre compagnie les Nuréens. Une aventure Nurea TV qui va au-delà de nos espérances quand on a lancé ce média. Et on tient, mais du fond du cœur, à vous remercier toutes et tous d'être à nos côtés depuis le début. Pour certains, vous nous rejoignez petit à petit, la famille s'agrandit, mais en tout cas, on sait que vous êtes très très nombreux à nous soutenir. Et croyez-le, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci, merci beaucoup. Et bien sûr, merci à tous les invités que nous avons eu l'occasion de recevoir sur notre antenne. Ils sont vraiment très très nombreux, ça serait difficile de tous les citer un par un, mais on les adore tous, on a beaucoup appris en leur compagnie, et vraiment on a hâte d'en découvrir plus sur eux et sur d'autres aussi. Voilà, donc à toutes celles et ceux qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre sur le plateau Nurea TV, sur cette antenne, on leur dit un grand merci et croyez bien qu'on est bien décidé à continuer encore de nombreuses années à vos côtés à tous. Et puis aussi un grand merci, on ne l'oublie surtout pas, à toutes celles et ceux d'entre vous qui prenaient la peine de temps à autre ou régulièrement tous les mois de nous faire un petit don. Parce que on ne va pas se mentir, sans votre soutien financier, Nurea TV n'aurait pas pu produire autant de contenu durant ces 4 dernières années. Vous proposez une programmation régulière, essayer de trouver de nouveaux intervenants, de nouveaux sujets. Donc en tout cas, on voulait vous dire un immense merci à toutes celles et ceux qui... C'est ça. Bah, de croire en cette aventure, de croire en ce projet qui est de faire en sorte d'avoir un média libre, accessible à tous. Et c'est justement grâce à vos dons que vous nous permettez de proposer ça à tous ceux qui n'auraient pas les moyens d'avoir un abonnement, de s'informer autrement que par le biais financier déjà dès le départ. Donc vraiment, merci à vous tous pour votre solidarité et de nous permettre encore une fois d'exister. Merci, merci. Pour ce soir, soirée exceptionnelle, Oh oui. dispositif exceptionnel également. Nous, ce qu'on avait envie de faire, c'est de vous mettre à l'honneur, vous, les Nuréens, les Nuréennes. Et ce soir, toutes les personnes qui vont se présenter sur cette antenne, ce sont vous, les Nuréens, parce qu'on vous a invité, pour celles et ceux d'entre vous qui le souhaitaient, à nous proposer des témoignages par vidéo pour nous raconter des histoires, des aventures extraordinaires, hors normes. Vous le savez, on s'intéresse au mystère, à l'inexpliqué, et on est nombreux, tout comme vous, à avoir vécu des situations qu'on n'arrive pas vraiment à s'expliquer et à comprendre. Et vous avez été nombreux à répondre à l'appel. Et ce soir, c'est vous qu'on met à l'honneur, puisque ce soir, vous allez découvrir des témoignages 100% nuréennes et nuréens. Voilà, c'est ça. Donc on va commencer tout de suite. La première vidéo qu'on va voir ce soir, qu'on va découvrir ensemble, c'est celle de Salvatrice. Merci beaucoup de nous avoir envoyé ton témoignage. Donc dans cette vidéo, Salvatrice partage avec nous une expérience troublante en lien avec le phénomène d'abduction et des voyages astraux. Une expérience qui a eu lieu au début des années 2000 en Belgique. Donc on te remercie chaleureusement pour ce partage et les amis, je vous laisse découvrir ce témoignage. C'est parti. Bonjour Nora, bonjour Guillaume. Tout d'abord, je vous remercie pour la chaîne YouTube que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc Nurea TV. Et franchement, sujet passionnant, donc je suis fortement intéressée aussi par tous ces sujets et tous ces phénomènes. Alors, je réagis donc par rapport à la demande d'expérience vécue donc suite au petit post sur YouTube pour partager également la mienne. Donc moi, je réagis par rapport au visionnage d'un entretien qui s'est fait avec Nicolas Dumont, qui a relaté une expérience et j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec l'expérience de cette personne et ce que moi j'avais vécu. Donc ça s'est passé il y a une bonne quinzaine d'années et suite à cette expérience, j'étais un petit peu désemparée, donc j'ai cherché un petit peu à savoir ce qui s'était vraiment passé. J'ai été voir des médiums qui m'ont dit que c'était tout simplement une entité, donc je n'étais pas satisfaite de la réponse. Donc j'ai été voir aussi un psy qui m'a dit tout simplement que j'avais fait une paralysie du sommeil et donc j'ai classé l'affaire. Mais ça reste quand même assez vif en moi, encore aujourd'hui, cette expérience qui a laissé quand même des traces parce que j'en ai été un petit peu traumatisée et j'ai dû dormir avec des anxiolytiques pendant tout un moment et même la lumière allumée.
Donc l'expérience, c'était celle-ci, c'est que je dormais dans mon lit, j'avais mon mari à côté de moi. Et puis soudain, j'ai vu donc une lumière dans ma chambre, qui n'était pas une lumière bleue, mais une lumière vive, et un être. Je ne pouvais pas définir les contours, je voyais juste des yeux, mais qui n'avaient rien d'yeux humain. Et cette chose, cette force, me retenait donc dans mon lit en exerçant une pression sur mes genoux et ma poitrine. Et je me débattais pour essayer de m'en défaire. Et puis soudain, j'ai vécu comme un phénomène de voyage astral ou décorporation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, où j'ai senti que je sortais de mon corps et que cette chose me maintenait à distance de mon corps physique en me projetant sur ma garde-robe. Donc j'étais plaquée sur ma garde-robe, donc les pieds ne touchaient pas le sol. Cette chose me retenait à distance, je ne pouvais pas regagner mon corps, mais je le voyais dans le lit. Et j'ai essayé par tous les moyens de me réveiller. Et j'ai fini par me réveiller en sursaut, donc j'ai allumé les lumières. Et puis voilà, j'ai été très terrorisée par rapport à cet événement. Il faut s'y ajouter que juste avant, j'avais fait un voyage astral dans ma propre maison, donc quelques mois avant, où j'avais vécu un phénomène un petit peu spécial, mais qu'on range tout de suite dans la catégorie mauvais rêve. On se dit, mais bon, il s'est passé un truc, mais voilà, c'est peut-être qu'un mauvais rêve. Et dernièrement, j'ai encore vécu quelque chose d'un petit peu fort, où j'ai senti de nouveau un voyage, donc en dehors de mon corps, et avec une force qui était derrière moi, et j'ai même ressenti comme une morsure sur le crâne. Donc cette sensation était encore palpable au réveil. Je vais dire, j'avais encore ces sensations de douleur, comme si on m'avait mordu, mais en fait il n'y avait rien. Donc je ne sais pas, voilà, dans quelle catégorie je peux classer tout ça. Est-ce qu'il s'agit d'une paralysie du sommeil? Est-ce qu'il s'agit d'autres choses? Donc voilà, j'ai contacté le Céro France afin d'avoir une vision un petit peu plus claire de ce que j'ai vécu. Donc voilà pour mon expérience, et j'espère que voilà, toutes ces expériences mettront un petit peu la lumière sur toutes ces affaires. Je vous remercie encore et bonne continuation. Merci pour votre travail et à très bientôt. Pour la seconde vidéo que vous allez découvrir, Yann n'a pas fait les choses à moitié. Il partage avec nous le récit d'une expérience qu'il a vécue alors qu'il avait 16 ans dans un chalet de montagne, une expérience troublante, fascinante, qui mérite vraiment d'être partagée. Pour ce faire, Yann a décidé de nous raconter l'histoire, mais en plus, il nous gratifie de magnifiques illustrations qui vous permettront de mieux comprendre tout ce qui lui est arrivé. On vous laisse découvrir cette vidéo. Donc ça s'est passé en 1978, on était au ski, dans les Pyrénées, dans un chalet qui était assez particulier parce qu'il était tout en haut de la piste, complètement isolé. Et en fait, ce chalet, à la base, en 1850, c'était un relais pour les chasseurs alpins. Donc c'était en fait des écuries, avec une époque où il n'y a pas de motorisation. L'hiver, ces gens se déplaçaient à ski. Donc eux dormaient dans la soupente, au-dessus des écuries. Et ils avaient une cheminée, des paillasses et 4 grandes tables sur lesquelles ils faisaient tout, ils mangeaient. Et puis dans les années 60, c'était devenu un très grand chalet avec trois nouveaux étages, un chalet pour des séminaires ou des classes de neige, où il pouvait y avoir plus de 100 personnes là-dedans, c'était immense. Et il y avait une salle de restaurant gigantesque. Alors je vous ai mis des images. Alors moi à l'époque je faisais énormément de croquis, puisque j'avais eu mon bac, donc j'étais en prépa pour faire le concours des métiers d'art et des arts appliqués à Paris. Donc j'étais avec une année de prépa, où on nous faisait énormément bosser, et même pendant les vacances, on était tenu de ramener des dessins, des croquis. Pour ça que j'ai encore plein de petits croquis. J'ai même refait le petit croquis des écuries, 1850, les écuries, un petit croquis. Et puis ensuite, les croquis du chalet, j'en ai fait pas mal. Et puis j'en ai refait il y a quelques jours, un peu plus illustratif. J'en ai même fait un où on voit vraiment les couleurs, on sent vraiment l'ambiance. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une soirée, c'était un peu avant la fin du séjour, on a eu une grande soirée où la salle a été entièrement vidée, on a rangé toutes les tables le long des murs, et on a mis les bancs en ligne.
Et il y avait un espèce de spectacle de music hall en live, avec prestidigitateur, contorsionniste, cracheur de feu, enfin je sais plus. Le cracheur de feu était sur la terrasse d'ailleurs. Et puis à la fin on avait un hypnotiseur. Donc c'était très ésotérique parce qu'il y avait un hypnotiseur en vrai, j'en avais jamais vu, il a hypnotisé des copains à moi, et j'ai vu que c'était pas de la blague. Ils étaient vraiment hypnotisés. Ils étaient raides comme des planches, les mains collées sur la tête, ils pouvaient plus enlever leurs mains. Enfin, le truc qu'on voit à la télé, mais là je l'ai vu en vrai. La soirée s'est terminée là-dessus, et on nous a demandé de mettre tous les bancs le long du mur, de laisser la salle complètement vide. 4 heures du matin, j'entends du bruit. Alors on faisait énormément de musique. On faisait du ski, et on faisait aussi beaucoup de musique. On avait des tas d'instruments de percussion. Et nos monos, c'était les grands frères de mes copains. Et il y a mono de ski, puis mono de musique. Et on faisait beaucoup de musique. Et je me dis, bon, c'est pas possible, 4 heures du matin, ils sont en train de faire un bœuf. Donc je descends, je mets ma robe de chambre, et ça caillait, hein. C'était pas chaud, c'était pas très bien chauffé là-dedans. Donc ça caillait, je descends avec ma robe de chambre, mes pantoufles. Et donc la première animation, voilà ce que je vois. C'est pas les monos, c'est pas les copains, c'est les 2 couples de chercheurs du CNRS. Alors il se trouve que moi maintenant, je travaillais au CNRS. Sa meilleure amie qui était physicienne était chercheuse au CNRS, donc, et je connaissais ces gens, j'avais fait leur connaissance au petit-déj, et j'avais très vite compris qu'ils faisaient partie des équipes qui travaillaient au CNRS. C'est des pointures internationales, ça publie des articles et tout, donc des gens très très sérieux, des savants. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils fabriquent? À quoi ils jouent? Et là j'écoute, je regarde d'abord, je me pince, je suis en train de rêver, puis j'écoute ce qu'ils racontent. Alors ils étaient en panique, certains voulaient abandonner, celle qui apparemment était le leader du groupe leur disait non mais il n'est pas question d'abandonner, on peut pas arrêter, il faut finir. Si on tourne le dos, ça peut devenir très dangereux. Il faut finir, il faut continuer. Et puis il y avait un des hommes qui lui n'en pouvait plus, était épuisé, et il a dit moi de toute façon je m'en vais, je me casse, je peux pas continuer ça, c'est abominable et tout. Elle dit non tu restes, faut absolument que tu restes, tu peux pas tourner le dos, parce que pour l'instant on a un esprit farceur, faudrait pas que ça devienne un esprit frappeur, donc faut pas le vexer, et il faut pas le frustrer, il va nous balader encore un moment, puis il va se calmer. Je suis allé chercher mon copain dans la chambre, pour qu'il voit qu'il constate ce que j'étais en train de voir. Mon copain me dit, bon bah on va se pincer, donc du coup on se pince les bras, une véritable BCG, hein, on avait des cicatrices, et il me dit, il nous faut une preuve qu'on a bien été dans le hall et qu'on n'a pas rêvé dans notre chambre. Donc il a ouvert la vitrine de l'entrée, dans laquelle il y avait des petits pots où les gens ramenaient des choses de la montagne, ils ramenaient des pommes de pin, des quartz, des silex, des édelweiss, je sais pas quoi, et cette vitrine était fermée à clé. Mais il se trouve que ce copain, son père travaillait dans les RER, et il avait un pass, une espèce de clé Allen, qu'il a ouvert la vitrine en 3 secondes, et on a pris chacun un petit pot. Moi j'avais un petit pot avec une petite pomme de pin, et puis lui il a pris un petit pot où je crois il y avait un quartz. On a mis ça dans nos robes de chambre, c'est comme ça on a une preuve qu'on était bien en bas et qu'on n'a pas rêvé. Et le bruit continuait. Donc là voilà ce qu'on a vu, on est retourné voir ce qui se passait, et là c'est la deuxième animation que j'ai faite, c'est vraiment pour montrer comment ça s'est terminé. Et bon voilà, la table elle a fait tout droit, elle s'est arrêtée dans le mur, et tout était terminé. Les 2 couples sont partis tout de suite dans leur chambre, ils ont monté les escaliers, ils sont partis, sans demander leur reste. Ils nous ont pas vus, parce qu'il y avait des gros poteaux, donc on s'était planqué derrière les gros poteaux. Et le lendemain matin, j'étais au petit déjeuner avec eux, je dis mais qu'est-ce que vous avez fabriqué, qu'est-ce que c'est que ce délire? On dit bah nous on fait du spiritisme, tous les week-ends chez nous, tous les samedis soirs on fait du spiritisme, on parle avec les esprits, tout ça, bon, très bien. J'ai dit mais vous êtes des scientifiques, physiciens, biologistes. Oui, mais ça c'est la semaine quand on travaille. Mais le week-end, pour nos loisirs, on fait du spiritisme. J'ai dit mais ce qui s'est passé hier soir, enfin cette nuit, c'est pas du spiritisme. Vous avez fait un effet électroaimant en fait. Donc j'ai mis un petit dessin, j'ai fait un petit schéma de ce qu'est un électroaimant, avec le clou qui saute avec de l'électricité. Il dit non, c'est pas du tout un effet d'électroaimant, c'est un esprit farceur. Et heureusement qu'on a écouté, je sais plus comment elle s'appelait, Christiane, et qu'on a été jusqu'au bout, parce qu'un esprit farceur, si on le contrarie, par exemple si on lui fausse compagnie, ben il est capable de nous envoyer la table il peut nous casser une jambe, il faut pas le frustrer, il fallait finir.
D'ailleurs, ça s'est fini, il s'est fini lui-même dans le mur. Voilà. Donc après, j'en ai parlé à mes parents, parce que il y avait ma tante qui était là un dimanche soir, au dîner, il y avait mes parents, ma tante, et il y avait sa meilleure amie qui est physicienne, et qui travaille au CNRS, et qui connaît très bien ces gens-là. Elle m'a dit, moi je fais souvent du spiritisme, je suis invité chez eux, et je fais du spiritisme avec eux, j'ai parlé avec ma tante, j'ai parlé avec ma grand-mère. Et donc je pensais que tout le monde allait se foutre de moi, et pas du tout. Parce que cette physicienne, mon oncle et ma tante la connaissaient depuis la cité universitaire, ils la prenaient très au sérieux, donc personne n'a rigolé. Mon père a pris ça très très au sérieux, il m'a pas du tout pris pour un fou. Et par contre, mon oncle, qui est un commercial, alors lui, il a ricané, il dit c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, etc. Et donc la copine physicienne de ma tante a dit bah on a qu'à essayer. Donc on a enlevé la nappe, on était chez mes parents, il y avait une grande table ronde en merisier, très belle, et ma mère a éteint la lumière, et puis on s'y est mis très sérieusement, c'était Sam, c'était la physicienne, c'était elle qui manœuvrait, qui dirigeait, et mon oncle continuait à ricaner. Et du coup, ça n'a pas marché, ça a fait fiasco, et la physicienne a dit à mon oncle, écoute, t'es pas sympa, t'es négatif, t'as tout fait foirer. Donc on a rallumé la lumière, et quand ma mère a voulu remettre la nappe, il y avait les mains de la physicienne qui s'étaient imprimées dans la table, c'est-à-dire que le bois était devenu blanc, râpeux, et ça faisait un peu comme une radiographie, c'est-à-dire ça faisait pas le contour des doigts, ça faisait comme une radiographie. Et donc là, mon oncle a rigolé, il a dit bon, bah c'est parce que à force de travailler sur les atomes et la radioactivité, bah t'es devenu radioactive. Et puis quelqu'un d'autre a dit non, c'est parce que t'as beaucoup transpiré. Et elle a dit non, 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 c'est parce que moi j'ai un fluide, je suis médium, j'ai un fluide. Voilà. Et en gros, ça s'est arrêté là. Et j'ai toujours refusé d'aller aux invitations, parce que les gens m'ont invité chez eux, à faire du spiritisme avec eux, mais je n'y suis jamais allé, parce que je trouvais ça flippant. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on m'a pris au sérieux et que on a cru à mon histoire. J'avais que 18 ans et demi, j'étais quand même artiste, le seul artiste. Ils étaient tous scientifiques dans ma famille, ou juristes, ou médecins, ou chirurgiens. Donc moi j'étais l'artiste, je pensais qu'on avait vraiment se fiche de moi, et en fait on m'a pris très au sérieux. Et grâce à Nurea, bah, j'ai l'occasion de raconter cette histoire, et puis j'ai fait quelques visuels pour que ça soit plus parlant. Alors comment est-ce que j'ai eu les proportions exactes de la table? Eh ben, tout simplement le directeur du chalet qui me voyait tout le temps en train de faire des croquis. Et le lendemain matin, j'étais en train d'examiner cette table. J'ai essayé de la mesurer avec un double décimètre, mais c'était pas évident. Il m'a dit mais vous embêtez pas, moi j'ai le devis, puisque j'en ai refait faire 12 dans les années 60. Et donc j'ai un devis, il y a tout, tous les détails. Donc j'ai regardé le devis, j'ai pris des notes, j'ai fait des petits croquis. Donc on peut s'amuser. Avant-hier, j'ai essayé de faire des calculs pi, phi, etc. Je suis allé assez loin dans les calculs, mais je suis pas matheux, donc il y a sûrement des gens qui sauraient mieux que moi. Le menuisier qui a fait les premières tables en 1850 était probablement un franc-maçon ou un compagnon ou le premier ouvrier de France, parce qu'apparemment il s'est bien amusé avec les proportions. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée avec les autres témoignages. Salut. La vidéo suivante est celle de Ludivine. Ludivine nous délivre le récit fascinant d'une expérience médiumnique qui s'est déroulée dans le sud-ouest de la France, aux environs de Rodez. Ce récit nous a particulièrement touchés, cette histoire est incroyablement belle et nous remercions chaleureusement Ludivine pour ce partage. Bonjour ou bonsoir au Nurea Télé. Donc je souhaite tout d'abord souhaiter un bon anniversaire à l'émission qui fête ses 4 ans, à cette chaîne qui m'a amené sur mon chemin de vie, puisque grâce à elle, j'ai découvert Laurent Boulanger, puis je me suis formée avec Laurent Boulanger aux soins énergétiques et au 7e sens. Et puis c'est lui, donc c'est grâce à lui si j'en suis arrivée à ce que je suis actuellement. Donc j'ai trouvé mon chemin de vie et je le remercie. Je remercie également de ce fait aussi Nurea Télé, puisque c'est grâce à lui, grâce à cette émission, si j'ai pu arriver jusqu'à lui. Alors, je vais vous partager une expérience suite à cette formation, un mois après. En fait, avec la famille, donc je suis mariée avec 2 enfants, et nous nous sommes rendus chez des amis près de Rodez, et dans un petit village, voilà. Et c'est cette expérience qui a fait que ça m'a quand même bien chamboulée, ça a chamboulé aussi les personnes qui étaient présentes, et donc ça fait partie du coup de ces signes, enfin c'était l'un des plus gros signes qui m'a permis de me mettre sur mon chemin,
celui des soins énergétiques, voilà. Puisqu'actuellement j'ai un cabinet, donc j'aurais jamais pensé, puisque j'étais fonctionnaire au tout début. Donc voilà, pendant 17 ans j'étais fonctionnaire, et puis j'ai démissionné de la fonction publique pour transmettre des soins, et je suis hyper heureuse, et je souhaite vraiment à tous de trouver votre chemin, voilà, d'être épanoui comme je peux l'être, et de trouver un sens à ma vie. Voilà, je pense que cette période de confinement va apporter, justement, va être dans ce sens où il y a des personnes, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience. Voilà. Alors, donc cette expérience que je vous ai indiquée là, qui était assez choquante, hein, donc je vais vous l'expliquer. Donc c'était un vendredi soir où on est allé chez des amis, donc près de Rodez, sachant que nous habitons à Montpellier. Donc nous sommes partis, voilà, avec mon mari et mes enfants, voir nos amis. Donc et donc arrivé sur place, nous nous sommes rendu compte en gros que la maman venait de se prendre un peu la tête avec son fils aîné, donc qui avait 21 ans. Et donc bon, je me suis dit vraiment, c'est pas de chance, on n'est pas arrivé au bon moment. Et donc ce garçon part en claquant la porte. Et puis voilà. Bon. Après c'est tout. La maman me dit mais ne t'inquiète pas, ça arrive régulièrement, il n'y a aucun souci. Il est parti s'aérer la tête et il va revenir. Et puis donc le temps passe, et donc nous nous mettons à table, hein, nous mangeons. Et puis et donc de là en fait il m'arrive comment je pourrais expliquer, mais bon après de toute façon sachant qu'on est dans le paranormal, vous ne vais pas être jugé, enfin j'espère en tout cas, enfin après de toute façon c'était vraiment ce qui m'est arrivé, donc je peux pas. Donc j'ai entendu une voix, voilà, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi qui me disait mais cherche Anthony, cherche-le. Alors je vois sa sœur, et cette voix était assez pressante. Donc je vois sa sœur et je lui dis mais tu sais où il est parti ton frère? Elle me dit mais non, mais elle me dit t'inquiète pas, il va revenir. Mais je savais qu'il fallait que je le cherche. Alors du coup j'ai été assez insistante avec elle. Bon, elle me connaît, elle savait que voilà, j'avais cette petite cette petite chose différente des autres qui par moments voilà font que je suis assez différente de son sens-là, mais après je pense qu'on l'est tous, hein. Et donc du coup je suis allée avec elle à sa recherche. Donc nous avons pris nous étions éclairés par le téléphone, puisque c'était un endroit vraiment vraiment très reculé, donc il n'y avait pas d'éclairage public, une maison tous les 200 mètres, voilà. Et donc nous sommes partis comme ça à l'aventure, et puis à sa recherche surtout, hein. Et donc nous n'avons pas retrouvé. Donc nous revenons sur nos pas, et puis cette voix qui se fait encore de plus en plus pressante en me disant non mais il faut vraiment que tu le trouves là, vraiment vraiment, il faut vraiment que tu y ailles. Et donc j'essaie de prévenir sa maman, mais bon, sa maman me dit mais t'inquiète pas, tu sais, tes enfants tu verras quand ils seront plus vieux. Mais je savais au fond de moi qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait et qui était vraiment pas normal, et que si cette voix était aussi pressante, c'est que je devais vraiment intervenir. Donc j'ai mon mari qui est à côté, je lui ai dit mais écoute, il faut vraiment qu'on y aille là. Il faut vraiment y aller. Il faut qu'on prenne la voiture et qu'on va chercher. Donc il me dit mais tu veux qu'on aille où? On ne connaît pas. Mais où veux-tu qu'on aille? Je dis écoute, je sais pas, mais on y va. Donc bon, voyant voyant le fait que j'étais vraiment très pressée et qu'il me sentait vraiment paniquée, et donc il a abondé dans mon sens, et puis nous sommes partis. Donc lui conduisait, moi j'étais à côté, derrière il y avait sa sœur, et il y avait son beau-père. Le fait que c'est pas, voilà. Il y avait le beau-père de ce garçon. Donc nous sommes partis, et puis nous arrivons à une croisée de chemin. Donc sa sœur me dit moi mon avis serait plus aller direction la ville. Et donc moi j'avais un doute, j'aurais été dans l'autre direction. Et c'est là que nous étions 4 dans la voiture, hein, avec une nuit noire comme vous pouvez connaître dans les villages où il n'y a pas d'éclairage public, où c'est vraiment très retiré, sans pollution, sans rien. Et donc nous avons vu une énorme boule de lumière. Et donc c'est là que je me suis dit mais il faut y aller, il doit être là. Donc mon mari s'est dirigé vers le chemin où moi je pensais.
Donc nous sommes allés dans cette direction. Et puis j'ai pas attendu que la voiture soit arrêtée complètement pour sortir, parce que je savais vraiment que c'était vraiment de l'urgence. Je sentais au fond de moi qu'il y avait vraiment quelque chose de terrible qui allait, sur quoi on allait tomber, que ça allait être... Et donc j'ai couru, et donc c'était dans une propriété privée, donc j'ai longé la maison, je suis rentrée dans la propriété privée, sachant pas si les gens étaient là ou pas, enfin bref, à ce moment-là j'ai pas du tout pensé à ça. Et donc j'ai vu quelqu'un étendu par terre, sans vie, et avec la lumière du téléphone, j'ai éclairé, et j'ai hésité, parce que au vu de son visage, en fait, il était violacé, il avait les yeux gonflés, exorbités. Il avait pris son pantalon de jogging et il s'était serré autour de la gorge, et j'arrivais même pas à mettre mon petit doigt entre... voilà, donc à ce moment-là, j'ai pensé tout de suite aux soins que Laurent nous avait enseigné, hein, le soin d'urgence en énergétique. Pourtant, j'ai fait mon brevet de secourisme, voilà, étant fille de pompier, voilà, je pouvais pas y échapper. Mais je savais que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Donc mon mari a pris son pouls, il m'a dit, mais sa sœur hurlait en me disant, mais Ludivine, il n'y a plus rien à faire, il est mort, son beau-père pareil, me disait, mais arrête, ça sert à rien. Et je leur disais, non mais c'est pas possible, on m'a pas amené jusqu'ici pour vivre ça, c'est pas possible. Et donc j'ai demandé aux deux hommes présents de retirer le pantalon, parce que moi j'arrivais pas, en fait, c'était vraiment hyper serré autour de son cou. Et il était, mais je crois, triplé de volume. Au début, quand je l'ai vu, je pensais que enfin, j'ai eu du mal à le reconnaître. Je sais même pas si c'est lui ou un SDF. Enfin, j'étais défiguré. Et donc là, ils ont retiré, et en même temps, je prodiguais le soin d'urgence énergétique. J'implorais tout le monde. À ce moment-là, on sait plus qui. Enfin, voilà, tout le monde y passait. Je leur disais, c'est pas possible, on m'a pas fait faire, on m'a pas fait venir jusqu'ici pour vivre un tel cauchemar. Enfin, et au bout de 1 ou 2 minutes, on a entendu qu'il a fait... Et là, oh, j'ai remercié tous les anges. Je me suis dit, c'est pas possible. Waouh. C'était vraiment génial. J'étais super contente qu'il revienne à lui. Et puis donc après, nous avons eu malheureusement les pompiers, les gendarmes, puisque c'était une tentative de suicide. Et voilà, donc après, il était embarqué du coup à l'hôpital. Et sa maman, qui n'était pas avec nous, qui m'a dit, oui, je sais pas pourquoi, mais j'étais comme figée chez moi, j'ai pas réussi à y aller, à aller avec vous dans la voiture, mais je me dis, mais heureusement, parce que je pense qu'elle m'aurait, la connaissant, je pense qu'elle m'aurait pas laissé faire ce qu'il y avait à faire sur lui. Voilà. Donc je pense que tout a été orchestré, l'univers a fait que voilà, tout s'est passé pour lui sauver la vie. Donc actuellement, il va bien, et il a trouvé un travail, il a trouvé une amie. Et à cette époque-là, il n'y a personne qui se doutait qu'il aurait fait quelque chose dans ce sens. Et donc après, l'hôpital a appelé du coup sa maman, et en lui disant qu'il comprenait pas pourquoi il n'avait pas eu de séquelles, parce que pour eux, il y a eu beaucoup plus de 2 minutes d'étouffement, donc ils pensent qu'il aurait dû avoir des séquelles à la suite de cet événement. Voilà. Et donc voilà, donc vous comprenez pourquoi cette histoire m'a vraiment bouleversée. C'était vraiment quelque chose voilà, qui me restera à vie et qui me restera gravé. Donc c'est quelque chose qui s'est passé en 2017 et qui est toujours très présent dans ma tête. Voilà. Et donc cette expérience s'est pas arrêtée là, puisque quelques jours après, j'ai eu, avant de m'endormir, j'ai ressenti une présence à côté de moi. Et donc, c'était pas la première fois où je ressentais quelqu'un. Donc, du coup, je lui ai demandé, parce que j'avais déjà eu mon grand-père qui est décédé également. Et donc là, en fait, en demandant, j'ai un monsieur qui s'est présenté à moi. Donc, je l'ai bien vu donc au niveau de la tête, hein, dans ma tête, je l'ai comme une télé qui s'allume. Et je l'ai vu. Et j'ai vu que voilà, c'est un monsieur que je ne connaissais pas. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous êtes qui? Il me dit, mais je suis le grand-père du garçon que vous avez sauvé. Et là, j'étais stupéfaite, parce que bon, après, je savais pas
Enfin, je me doute qu'il avait un grand-père, mais je ne savais pas si ce grand-père était décédé ou pas. Et puis, voilà, moi, je connaissais davantage le beau-père que la maman avec ses deux enfants. Donc, je ne connaissais pas du tout leur arriéré, leur chose familiale, puisque c'est aussi des amis, hein, c'est pas de la famille. Et donc, du coup, ce monsieur s'est présenté à moi, et en fait, il était venu me remercier. Il me dit, mais je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous avez fait, vous avez sauvé mon petit-fils, et voilà, donc j'ai trouvé ça, c'était tellement poignant, c'était tellement... Mais comme moi, j'ai besoin de preuves, enfin, voilà, je lui ai demandé, je lui ai dit, donnez-moi un signe pour que je sache que ce soit vraiment vous, et que si j'appelle sa maman, qu'elle me dise, oui, c'est lui, parce que sinon, moi, après, voilà, je peux avoir le mental aussi qui travaille, on ne sait jamais. J'ai toujours cette méfiance. Et donc, il m'a montré une scène, et c'était waouh. Donc, je l'ai vu en train de... il était donc sur un fauteuil en velours jaune. J'ai vu le carrelage qui était blanc et bleu avec sous forme un peu de vague. Et puis j'ai vu un petit garçon à côté de lui qui avait les jambes recroquevillées. Et puis comme s'il était puni. Et puis après, au bout de quelques minutes, il lui a demandé, il l'a dépuni, il l'a pris sur lui et puis sur ses genoux et puis il le chantait et puis voilà, il s'amusait comme ça avec le papy et le petit-fils. Et donc, suite à ce message, j'ai appelé sa maman. Donc, et je lui ai raconté tout ça. Et elle me dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ce qui se passait. Parce qu'il l'isolait tout le temps. En gros, c'était son chouchou. Donc, il isolait ses cousins en leur demandant d'aller jouer dans le jardin. Et puis, il profitait de ce moment à lui, en tête à tête avec lui, parce qu'en gros, c'était un petit peu son chouchou. Et donc, et elle me dit, mais c'est incroyable que tu aies su décrire, c'était son fauteuil, c'était le carrelage de leur salle à manger. J'ai trouvé ça génial. Et je remercie toujours là-haut pour tout ce qu'on m'a apporté, pour le lien et pour voilà, toute cette histoire qui était assez fabuleuse. Et cette histoire qui m'a changée, hein, voilà, mon mari qui était hyper terre à terre. Là, je peux vous dire que cette petite expérience a fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé pour lui également. Et voilà. Donc, je souhaite à tous de trouver votre chemin. Donc, et puis, peut-être nous verrons-nous. Voilà. En tout cas, au plaisir d'échanger, au plaisir d'apporter des témoignages comme ça. Et je trouve ça génial que cette émission soit dans ce sens. Et je vous remercie tous. Belle soirée. Au revoir. La prochaine vidéo que vous allez découvrir nous a été envoyée par Chantal, depuis le Québec. On aime beaucoup cette vidéo chez Nuria TV, d'une part parce que cet accent québécois, on l'affectionne tout particulièrement, et puis aussi parce que l'événement qu'elle nous partage en vidéo, avec des preuves à l'appui, est particulièrement intriguant. Des objets se mettent à vibrer de manière inexpliquée chez Chantal. Voilà, donc une vidéo simple, courte, que vous allez pouvoir apprécier et juger par vous-même. Bien. L'autre fois, il y a eu ma plante qui vibrait. Cette plante-là aussi, seulement une feuille. Cet objet-là aussi, qui vibrait. Maintenant, j'ai mon écran d'ordinateur. D'ailleurs, qui m'empêche d'utiliser mon ordinateur parce que c'est trop hallucinant. Ça bouge trop. Mon écran vibre. Je suis à côté sur mon bureau, les deux coudes, je ne sens rien du tout. Mais mon écran vibre. Aucun objet ne vibre sur mon bureau, rien du tout. Les crayons, il n'y a rien qui bouge. L'ordinateur est fermé, l'écran est fermé. Tout est fermé. Il n'y a pas grand-chose qui circule là. Oh, même mon petit connard qui ne bouge pas. Mais mon écran vibre. Tu vois, c'est belle. Pas mieux que ça, là. Mon écran vibre.
peux pas dire que je sens une énergie, du statique peut-être. Peut-être une énergie statique, mais peut-être, mais rien qui puisse faire vibrer. Je ne comprends pas. Il y a des ondes vibratoires chez nous éparpillées, des fois c'est une place, des fois c'est une autre, je ne comprends pas pourquoi. Mais ça vibre. Et Chantal n'a pas fait les choses à moitié en nous envoyant son témoignage, puisqu'elle nous gratifie non pas d'une, mais de 2 vidéos. Et cette fois-ci encore, un objet se met à vibrer de manière inexplicable. On vous laisse découvrir cette seconde partie. Il était pas beau mon bouquet. 24 roses de chez Costco. Mais il a le Parkinson. Cette petite touffe qui vibre. D'autres phares qui vibrent aussi de façon moins perceptible. Mais celle-là, de façon continue. Fenêtre fermée, aucun véhicule. Elle vibre. Je ne sais pas pourquoi, mais elle vibre. Et on va aller voir les autres. Ils sont un petit peu plus tranquilles, là. Certaines roses bougent aussi, mais de façon moins évidente que la touffe. La table est en bois massif, sur un plancher de béton. Mon fameux plat de bonbons. Et ici, un autre bouquet un peu moins joli, je dirais, qui lui ne bouge pas du tout. Ouais, mon bouquet a le Parkinson. Le prochain témoignage que nous allons découvrir ensemble est celui de Fanny. Un témoignage féerique, j'ai envie de dire. Féerique, oui. Fanny nous emmène avec elle dans ses expériences et contacts avec le petit peuple. Bienvenue dans l'univers de Fanny, à la rencontre des fées. Coucou à tous, coucou Guillaume, coucou Nora. Je viens vous parler de mon expérience. Déjà, je vous remercie de nous avoir donné la possibilité de parler de ce qu'on a vécu. Alors moi, j'ai vu les petites fées, en fait. J'en ai vu 2 fois chez moi. La première fois, en fait, je les ai vues, elles m'avaient aidée avec mes chats. Je leur avais demandé de l'aide et ça a marché, elles m'ont aidée. Et du coup, j'ai voulu les remercier. J'ai pris une petite feuille. Et sur ma petite feuille, du coup, j'ai pris un stylo. Et puis, j'avais écrit merci pour les petites fées, en fait. Puis, j'avais dessiné une fée, j'avais dessiné des petites choses, des trucs de la nature, des arbres, des feuilles, des fleurs, tout ça. Voilà. Et j'ai laissé ça en évidence sur mon lit. Et par-dessus, j'ai rajouté des coquillages, des branches de sapin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un flash et je les ai vues. 3 petites fées, en fait. Elles faisaient 20 cm de haut et elles dansaient sur la feuille où j'avais écrit merci. Donc j'ai pas vu beaucoup de détails puisque c'était un flash, ça avait duré moins d'1 seconde, mais en gros,
Elle portait une jupe faite avec des feuilles d'arbre et elle dansait vraiment de façon espiègle et joyeuse et il y avait beaucoup d'amour qui se dégageait de cette image. Voilà. Et donc je pense elles m'ont permis de les voir pour me remercier de leur avoir fait une petite feuille où j'avais écrit merci, de leur avoir mis des petites choses qui viennent de la nature, tout ça. Donc ça, c'était la première fois où je les ai vues. Et la deuxième fois, c'était quelques jours plus tard, je leur ai demandé de m'aider avec une blessure que j'étais en train d'essayer de guérir. Et j'avais du mal toute seule, j'avais besoin d'aide. Et du coup, je leur ai demandé si elles pouvaient m'aider. Et à un moment donné, je suis allée prendre un bain. Et dans mon bain, en fait, j'ai eu un flash encore. Et je me suis vue dans l'eau du bain, mais avec des yeux extérieurs, comme si j'étais pas dans mon corps. Je me voyais moi, entourée d'eau en fait. Et autour de moi, il y avait des petites fées. Il y en avait 6 ou 7. Elles mesuraient entre 6 et 7 cm de haut. Et c'était des hommes en fait. C'était des fées hommes qui ressemblaient en fait à des mini Peter Pan. Des petites chaussures vertes, des ailes de libellule. Et ils tenaient dans leurs mains une baguette magique. Et avec cette baguette magique, ils envoyaient des sphères de lumière directement dans ma direction en fait, pendant que je prenais mon bain. Et c'est ça que j'ai vu en flash. Donc pareil, c'était un flash très très rapide, même pas une seconde. J'ai à peine eu le temps de réaliser que c'était déjà fini. Et dans l'énergie aussi, c'était très très agréable, très très beau quoi. Beaucoup d'amour, d'espièglerie encore, de joie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus Et ils m'ont fait un soin en fait, même quand j'ai terminé mon bain, ils ont continué à me faire des soins et jusqu'à tard dans la nuit parce que le lendemain matin, quand je me suis levée, je pétais la forme alors que j'avais dormi que 6 heures et je me suis regardée dans la glace juste par curiosité et je me suis sentie différente en fait. La blessure que leur avais demandé de m'aider à guérir, elle avait plus le même impact sur moi et je le voyais dans le miroir en fait. Je me voyais différemment, j'étais différente. Voilà, donc je vous ai raconté mes expériences. Voilà ce que j'ai vu. Des petites fées. Je vous remercie Nora et Guillaume de nous avoir donné cette possibilité de nous exprimer. Et surtout aussi, je vous remercie pour cette superbe chaîne que vous nous permettez de suivre avec toutes ces merveilleuses vidéos où on voit des intervenants géniaux. Je suis très heureuse de les connaître, de les écouter parler parce que honnêtement, c'est une bouffée d'air frais en fait. Donc voilà, merci à vous. Merci aux intervenants, merci à tous les Nuriens, merci à tout le monde d'être là, d'exister. Je suis vraiment heureuse. Merci beaucoup, gros bisous. Dans la prochaine vidéo, Valérie nous fait le plaisir de partager avec nous une expérience qu'elle a vécue en 2013. Une expérience qui l'a amenée à rentrer en contact avec des entités malveillantes, mais aussi à expérimenter le caractère interdimensionnel de ce phénomène. Nous lui disons un grand merci pour sa confiance et nous vous laissons découvrir son témoignage. Bonjour Nora, bonjour Guillaume, bonjour Nuria TV. Je vais essayer de faire court. Merci de nous permettre de livrer nos témoignages. Donc, en ce qui me concerne, j'ai pas mal de vécu dans ce domaine, vu mon grand âge de Néandertal. Je peux déjà parler d'un fait qui m'a perturbé de longues années. Ça s'est déroulé il y a malheureusement après la mort d'un petit garçon, mon petit-fils, en 2013. J'ai décidé d'investir sa chambre après son décès. C'était peut-être pas une bonne idée. Dans la nuit, j'ai eu des attaques. Des attaques, c'est-à-dire un sentiment d'étouffement épouvantable, une terreur. J'ai dû me battre avec des êtres qui puaient, qui avaient une odeur très forte. Et j'ai saisi dans ma main une patte, comme une patte de lion poilue, qui tentait de m'étouffer. J'étais consciente, mais totalement paralysée. Ça a duré longtemps. Je précise que la lumière était éteinte, et quand je l'ai allumée, ça a continué en fait. Mais j'étais dans un état catastrophique. Il faut savoir que pendant ce temps-là, un de mes enfants a su que sa maman était en détresse et en restant couché, s'est levé pour venir délivrer sa maman. C'est-à-dire que nous nous sommes trouvés dans 2 dimensions astrales.
moi clouée dans mon lit avec cette terreur, et ma fille descend dans l'escalier, et allant ouvrir la porte de cette chambre, mais, m'a-t-elle dit le lendemain, quand je suis descendue, cette pièce que j'ai vue n'était pas la chambre dans laquelle tu dormais, mais c'était une pièce envahie d'un décor absolument épouvantable, des plantes grimpantes partout, des êtres dignes du malin qui couraient partout là-dedans. Et ma fille, donc, m'a délivrée en fermant cette porte. Et au moment où elle a fermé cette porte, elle m'a vu monter l'escalier. Donc nous nous sommes croisés, mais dans 2 dimensions différentes. Et quand je suis arrivée à l'étage pour réveiller ma fille, elle dormait, enfin, semble-t-il, et elle me dit « Ah, te voilà enfin ». Nous nous sommes retrouvés là dans notre dimension réelle. Nous nous sommes croisés dans 2 dimensions. Des attaques comme ça m'est arrivé par 3 fois. C'était terriblement traumatisant. Merci à vous. Et maintenant, un petit tour dans les étoiles en compagnie de Yves, un passionné d'ufologie. Donc, dans la vidéo qui va suivre, il partage avec nous son expérience et quelques photos qu'il a prises lui-même. Des photos vraiment très surprenantes. On vous laisse le soin de découvrir ces clichés, de vous faire votre propre avis dessus. Quant à nous, on dit un grand merci à Yves pour sa contribution à cette émission. Bonjour à tous les auditeurs de cette antenne. Comme je ne serai pas le seul à témoigner, je vais essayer de vous résumer mon expérience et le lien personnel qui me lie à l'ufologie et au monde complexe et passionnant des ovnis. Donc, je m'appelle Yves, j'ai 56 ans, je vis dans le sud de l'Ardèche à Bourg-Saint-Andéol. Déjà petit et jeune adolescent, je parcourais la littérature UFO de l'époque avec passion et faisais parfois des rêves associés d'ovnis en visualisant des soucoupes et autres engins. En rêve, je le précise. Jeune adulte, je me suis rapidement intéressé à la photographie qui à l'époque était argentique. Puis j'ai commencé avec un appareil photo numérique en 2008. En 2009, j'ai découvert ma première photo dite surprise. Vous savez, ces fameuses photos surprises que beaucoup de personnes font, qui montraient à l'évidence tout sauf un avion ou un insecte ou un oiseau et qui n'était d'autre qu'un ovni lumineux, orangé en forme de soucoupe. Ce fut à la fois une surprise et un choc, je l'avoue, qui à l'époque m'avait bouleversé. Donc sur cette première photo, il y avait, en plus de l'ovni orangé, une minuscule petite tache blanche que j'ai exploitée en la refotographiant plusieurs fois avec un jeu de zoom et macro zoom où j'ai pu découvrir l'intérieur d'un engin avec 2 êtres, dont un de type humanoïde. J'en profite pour vous dire que cette vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube qui est nommée Activité Céleste. Donc sur cette chaîne YouTube, il y a entre autres des vidéos de mes photos sous montage diaporama et quelques vidéos, des véritables vidéos de trucs qui passent que j'ai filmés. Bon, si vous voulez voir. Donc à partir de 2009, je n'ai cessé de prendre des ovnis en photo sans être témoin direct au moment de la prise de vue. Et ce fut une moisson considérable qui n'a cessé il y a seulement quelques années de cela parce qu'à ce jour, je suis handicapé physique. Suite à un accident de la vie à l'âge de 7 ans, je suis tombé de 4 mètres d'une terrasse. Et en fait, les symptômes sont revenus à l'âge adulte. J'ai une compression médulaire. Là, je peux absolument plus bouger et sortir. Alors, il y en a certains qui m'ont dit que me concernant, c'est suite au choc que j'ai eu petit quand je suis tombé. Donc, ça aurait développé une forme de médiumnité. Et, en fait, j'attire les ovnis, quoi. Bon, écoute, moi, j'en sais pas plus. Parce que peut-être que quand je suis resté inconscient, j'ai fait un genre de NDE. Et j'ai eu une connexion avec d'autres plans de conscience. Enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué et ce qui est possible. Voilà. Bon. C'est vrai que tous mes ovnis, là, j'ai fait pas mal de recoupements. J'en prends beaucoup à partir du moment où la photo est chargée émotionnellement. En couleur, quand c'est un très beau paysage, un lever de soleil, vous voyez. Bon, là, il y a vraiment des chances que les ovnis apparaissent. Sinon, ils sont très souvent vers les lieux religieux, les églises, les vierges, et trucs comme ça, et aussi avec les animaux. Voilà, sinon au niveau photographie, là où j'ai fait le plus de photos d'anomalies, c'est de très loin sur le plateau de Valençol, où il y a eu la fameuse affaire avec Maurice Mas, vous savez, dans les années 60.
Maurice Mas, que j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer en mars 1990, parce que je faisais des cures juste à côté à Gréoux-les-Bains. Donc je suis allé le voir, on a discuté 10 minutes, un quart d'heure. Je ne suis pas resté plus longtemps, parce que ce monsieur a tellement eu de journalistes et tout là-bas chez lui qu'il n'en pouvait plus, quoi. Enfin, il m'a bien expliqué ce qu'on voit dans les bouquins, et tout ça. Hein. Voilà. Et quand je fais des photos à Valensole, il y a toujours des ovnis, des soucoupes, des cigares, et des fois par dizaines. Habitant près de la centrale nucléaire du Tricastin, vous savez qu'il y a un lien quand même d'évidence avec le nucléaire. Hein. Il y a beaucoup de spécialistes qui en ont parlé. Je vois souvent des choses de mon balcon, style des boules blanches. Alors elles sont toujours côte à côte, il y en a 2, il y en a 3, c'est jamais au même endroit. Et à partir du moment où j'en prends conscience, elles s'éteignent une à une, de droite à gauche ou de gauche à droite. En fait, ça semble jouer avec moi, enfin avec d'autres gens. Hein. Mais c'est tout sauf des oiseaux, des avions ou des planètes ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que c'est en fait, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. C'est complètement étrange, ça c'est sûr. Sinon, j'ai eu aussi envoyé mes photos à des spécialistes de la photo pour les analyses. Tous ces gens-là me disaient que ce que je prenais c'était des pollens, des aigles, des oiseaux, des faucons, enfin n'importe quoi. Ça n'avait rien à voir du tout avec la réalité de ce que je prenais. Voilà, c'était mon témoignage. Donc maintenant... Voici un petit diaporama de certaines de mes images. Elles n'y sont pas toutes. J'essaye de mettre les plus marquantes. Voilà, donc la première, on est à Avignon. On est devant le Palais des Papes. Avec mon téléphone portable, je fais une photo et je capte cet objet. Cet objet très bizarre qui a une allure un peu soucoupique, qui semble monter vers la Vierge. Voilà, là vous avez un agrandissement. Là on est à Saint-Martin d'Ardèche, pas très loin de chez moi. On voit tout en haut à droite de l'image une sorte de boomerang encore une fois. On ne distingue pas spécialement de dôme. Là on est de nouveau à Saint-Martin d'Ardèche, très près de la rivière Ardèche. Donc là on a une forme soucoupique. Voilà l'agrandissement. Alors les contours sont assez flous, c'est pas très net, mais là on est à Valensole. Une soucoupe, c'est très net avec un dôme. Sur le plateau des Lavandes. Là, on est à Monieux, près de Sceaux de Vaucluse, dans le 84. Donc là, c'est véritablement une soucoupe. Là, c'est des boules blanches au lac du Salagou, dans l'Hérault. Là, on est au Dentelle de Montmirail, toujours des soucoupes, en formation, en flottille. Formation très organisée. Voilà. Je remercie tous les autres auditeurs qui ont mis des témoignages. On se régale à écouter tout ça. Et puis je vous dis à bientôt. Merci. L'histoire que vous allez découvrir maintenant nous a été envoyée par Shangri-La, une nuréenne de longue date habituée des phénomènes paranormaux. Autant vous prévenir, ce que vous allez entendre maintenant risque de vous donner quelques frissons. Shangri-La avait 20 ans, elle passait la nuit chez une amie dans une maison située juste à côté d'un cimetière. Bonjour Nurea et bon anniversaire à Nora et Guillaume et à Nurea TV, que je suis depuis les tout débuts, les premiers pas de Nurea. Et depuis le grand changement, je te suis Nora. Alors moi mes phénomènes paranormaux, j'en ai toujours plus ou moins eu. Hein. Je suis énergéticienne actuellement, donc ça m'est assez facile et assez simple. Mais j'ai quand même une anecdote, un événement assez marquant. C'était quand j'avais 20 ans, tout rond, que je suis allée dormir chez une copine qui avait sa maison à côté d'un cimetière, en fait. Et j'étais pas forcément quand même trop dessus à cette époque-là, même si je tirais les cartes comme ça, mais bon, je me suis pas posé la question, mais dans la nuit, en fait, j'ai été réveillée, j'ai senti des mains, en fait, qui me touchaient là, et donc je me réveille et je sais pas, une idée me dit va dans le salon, et en fait j'arrive, mais pas à moitié réveillée, à moitié endormie, c'était en pleine nuit, à 3 h du matin. Puis je fais comme ça, et puis en fait je vois la télé genre allumée, enfin qui s'allume, et un peu comme du blanc, le blanc de neige, voilà, que l'on trouve. Puis je suis comme ça, et puis je dis non, c'est pas comme dans les films, c'est pas possible, c'est mes yeux qui sont fatigués. Donc j'étais là, je retourne me coucher parce que j'entendais un bruit, en fait. Et je me retourne, et puis j'entends, donc là, ça se rééteint, puis je me retourne, et puis ça se rallume, et puis je suis là, je fais c'est quoi ça? Puis je suis en train de bloquer, en fait, je
comprends pas ce qui m'arrive, mais je sens tout de même quelque chose qui me prend la main et qui me tire. Là, je commence à prendre peur. Donc je cours, je me remets dans le lit, sous les couvertures, et puis j'ai pensé qu'à la prière, en fait, à ce moment-là, puis je prie, laissez-moi tranquille, me fasse une prière, voilà. Donc ça m'a marqué. Même après, bon, évidemment, j'en ai eu d'autres avec des apparitions, des choses comme ça, et puis maintenant, je les vois facilement tous dans leurs dimensions respectives, donc voilà. Mais dans la matière, c'est assez spécial, voilà. Merci et joyeux anniversaire, je continuerai à vous suivre de la Martinique. Bisous, bisous. La vidéo suivante est celle de Novice03. Il a souhaité contribuer à cette émission en nous relatant une expérience de mort imminente qu'il a vécue lors de sa petite enfance. Une expérience qui l'a profondément marqué et qui prendra tout son sens des années plus tard. On vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour, bonsoir, Guillaume Nora et tous les numériens. Je suis marié, père de 3 enfants et j'ai 43 ans. Avant de parler de mon expérience, j'aimerais remercier Damien, que j'apprécie et que je le rejoins dans ses convictions sur l'actualité. Ses recherches sur le site archéologique me semblent plus sensées que l'histoire qu'on veut bien nous faire croire. J'aimerais aussi vous faire part d'un fait. En 2010, au printemps, j'ai vu un matin un objet dans le ciel qui ressemblait à un cigare. Ceci n'est pas mon expérience. Je commence. J'avais 3 ans à peu près, j'étais en vacances, à la mer, comme beaucoup de Français. Je joue au sable avec ma petite sœur, équipée d'un seau, d'une pelle et d'un râteau. Je me suis dirigé vers un bassin à poissons ou un enclos. Bref, j'ai fait tomber ma pelle sur l'eau. J'ai essayé de la rattraper, mais je suis tombé dans l'eau, donc j'ai coulé. En levant la tête, je vis la lumière du soleil partir. J'ai commencé à avoir peur. Soudain, je vis les poissons venir à moi, en me disant « N'aie pas peur, ça va bien se passer ». Bien sûr, ils ne m'ont pas parlé. C'était, je pense, par télépathie. Donc je me noie, et je me retrouve dans un endroit tout noir. Je comprends rien à tout ceci. Je vis alors une lumière, la fameuse lumière, venir à moi. Et je me suis retrouvé devant un jardin clôturé de pierres blanches avec des barres en or. Une dame lumineuse, toute blanche vêtue, se tenait face à moi, en me demandant « Tu veux venir avec moi ou bien redescendre ici-bas ?» En me montrant notre bonne vieille terre, je la contemplais comme un astronome qui la contemplerait depuis l'espace. Je lui ai répondu. Je ne savais rien. Je précise quand je lui parlais, pardon. Je n'étais plus un enfant, mais plutôt comme une conversation d'adulte, instruit. Elle me répondit. Regarde. Et je lui ai alors défilé toute ma vie. Et j'ai ressenti toutes les sensations humaines en un seul coup. Je lui répondis alors, j'aimerais bien retourner sur Terre, faire ma vie. Et c'est alors que je me suis réveillé avec un masque à oxygène dans une ambulance, oubliant cette expérience. Redevenu un enfant de 3 ans. Plus tard, vers mes 16 ans, j'étais dans un foyer de jeunes délinquants avec des réfugiés politiques. Et durant les vacances de l'Ascension, on nous a proposé d'aller faire un pèlerinage à Lourdes. Je n'étais pas religieux, mais je croyais en Dieu. Quand j'ai aperçu la statue de la Vierge au-dessus de la source, je m'esclava. Et je la connais. L'éducateur qui nous accompagnait se mit à éclater de rire en me rétorquant « Tout le monde la connaît, la Vierge Marie. » Mais pour moi, c'était comme une personne familière qu'on n'aurait pas vue depuis très longtemps, sans me rappeler de mon vécu.
Enfin, mon déclic est survenu durant une discussion avec ma sœur. Nous avions discuté de tout et de rien. Durant cette discussion, je lui avais dit, et tu sais, dans le Coran, il y a un passage où Dieu nous dit que tous les enfants qui meurent de 0 à la puberté sont accueillis au paradis. Elle me répondit, tu sais, quand on était petit, je t'ai sauvé la vie à la plage. À ce moment-là, je me suis souvenu de certaines choses. Pas tout, certes, mais l'essentiel. Voilà, merci. Le témoignage que vous allez découvrir maintenant nous avait été envoyé par Patricia. Elle partage avec nous sa première expérience de télépathie, une expérience qu'elle a vécue alors qu'elle n'avait que 16 ans. Nous la laissons vous la raconter. Salut, alors moi c'est Patricia. Je vais vous faire partager mon monde de rêve. Donc attention Nora, tu vas te faire pipi dessus parce que je vis dans un monde qui parfois peut être très effrayant. Mais c'est mon quotidien. En dehors de ça, je fais un petit peu de télépathie qui n'est pas volontaire. Il faut que il faut que l'événement soit vraiment marqué, que la personne qui émet finalement le message soit émotionnellement très engagée. Et on est souvent engagé émotionnellement quand il y a un danger vital. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que je reçois. Voilà, ça, je pourrais vous le raconter. Je vois aussi, je sais quand il va y avoir un décès. Plus j'avance dans l'âge et plus finalement le cercle des personnes qui décèdent dont je reçois, pas que je reçois le message, mais que je sais qu'ils vont décéder, en fait, s'éloigne de plus en plus. Enfin, voilà, avant c'était que les personnes proches et maintenant c'est de plus en plus vaste. Et en dehors de ça, les défunts viennent me voir toujours après leur mort. Ça c'est sûr, dans les 3-4 jours, j'ai droit à leur visite. Et ils viennent me voir aussi à l'heure du décès. Voilà. Ça arrivait aussi à ma grand-mère. Ça arrive pas qu'à moi en fait. Hein. Je fais tout le temps des rêves flash et plus l'âge avance et plus c'est marqué en fait. Plus les détails sont marqués, plus ce que je vois est marqué. Alors je fais de la télépathie, tout est involontaire, hein, je demande rien. D'ailleurs, parfois ça me fatigue bien souvent. Hein. Là en ce moment, je dors très très mal les nuits. J'ai l'impression de voir par les yeux de Pierre-Paul Jacques en boucle, hein, parce que c'est des images qui m'appartiennent pas. Je veux bien que le cerveau il nous fasse des tours farfelus, mais là c'est plus que farfelu quoi. Et puis la télépathie, la première fois que ça m'est arrivé, je vais vous raconter. J'avais 16 ans, j'allais rester toute seule à la maison. Mes parents devaient absolument partir en Pologne, je suis originaire de Pologne. Mon beau-père était taxi parisien, donc très bon conducteur, le véhicule bien préparé. Et puis, les voilà partis pour 1700 km de route. Et puis, moi, je suis restée toute seule. Donc, 16 ans, hein, jeune branleuse, j'en ai profité. Je suis allée voir les copines, on a bu un petit peu. Je suis rentrée chez moi, 30 minutes à pied. Je me couche en mode famille Adams, les bras croisés comme ça sur la poitrine. Et puis je me réveille avec un rêve flash. Je vois un rétroviseur avec des yeux bleus grands écarquillés sur un fond de nuit, des petites lumières qui clignotent partout, de la fumée. Enfin voilà, le rêve flash très intense, ça me réveille. Je sors du rêve, je dis bon ma pauvre, t'as trop picolé, recouche-toi. Et puis vers 4h du matin, donc je sais pas moi, 4-5 heures plus tard, je suis réveillée clairement par une clé qui rentre dans la serrure. Et de là, à l'époque, j'habitais en cité, hein, dans le 93, donc les grosses cités. Et je me suis dit, les jeunes branleurs, ils ont grillé que les parents ils sont pas là, ils viennent pour m'enquiquiner, quoi. Et puis, je longe le couloir bien long de l'appartement, et là, la porte s'ouvre, et je vois ma mère, mon beau-père, qui rentre. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il devrait être déjà bien loin de la frontière allemande, direction Pologne. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Et puis, il me raconte. Et il s'avère que simultanément où j'ai rêvé, quelques heures plus tard,
le véhicule, le pneu a crevé à 140. Mon beau-père, donc, comme il se suivait à deux bagnoles, bah, regardait le rétroviseur, les yeux écarquillés parce qu'il ne voulait pas qu'il se percute avec ses amis derrière et puis que ça parte en tonneau. Et finalement, tout le cul de la bagnole, il a rampé, il a râpé la rambarde de sécurité, ça faisait des étincelles, toutes les durites dans la voiture, elles ont pété, donc de la fumée, les clignotants qui cliquaient, les petites lumières dans tous les sens de la bagnole, le sapin de Noël. Et ma mère, qui dormait à l'arrière en fait du véhicule pendant ce temps-là, était dans un rêve semi paradoxal, on va dire. Et comme elle a très confiance en mon beau-père, qui était un très bon conducteur, aujourd'hui à la retraite, elle ne se préoccupait pas de son rêve en fait. Elle continuait à dormir tranquillement. Elle se disait oh c'est un rêve, c'est pas grave, je continue à dormir. Elle rêvait dans son propre rêve que. Et puis finalement les deux m'ont donné leur version exactement la même, exactement ce que j'ai vu moi dans mon rêve flash. Et puis voilà, mais des histoires j'en aurais vraiment à l'appel à vous en raconter. J'ai 40 ans et puis voilà, ça me suit. Ça me suit partout jusqu'à me musée, parce que quand j'arrive pas à me déconnecter avec ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, c'est fatigant. Allez, je vous dis peut-être à bientôt, et puis j'espère que vous avez profité de cette belle image. Bisous, j'espère à bientôt. La vidéo suivante nous a été envoyée par Fanny. Fanny partage un témoignage concernant sa maison et les phénomènes inexpliqués qui s'y trouvaient. Elle nous explique dans cette vidéo notamment pourquoi elle a fait appel à un géobiologue et qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite. On vous laisse découvrir son témoignage et on lui dit un grand merci d'avoir partagé ça avec nous. Bonjour Nora, bonjour Guillaume, je me présente, je m'appelle Fanny, je réside en Corse et je voudrais vous apporter mon témoignage par rapport à la maison que j'ai achetée. Donc je l'ai achetée en 2017, je ne voulais pas du tout l'acheter, je l'ai visitée au moins 3 fois, comme c'était la seule chose qui rentrait dans mon budget, on a été obligé de la prendre. Donc il y a eu beaucoup de travaux et surtout une atmosphère très bizarre, mais bon, on l'achète, on emménage dedans avril 2018 et il faut savoir que moi j'ai un gros chien, un bulldog américain et elle ne dormait plus toute seule, donc elle avait déjà 2 ans à l'époque, elle ne dormait plus toute seule, il fallait qu'elle dorme sous moi, sous mon lit, il fallait que je la touche toute la nuit comme un enfant à qui on tient la main. En plus de ça, il y avait mon fils, donc de 2 ans aussi, qui ne voulait pas dormir tout seul. Et j'avoue que je ne voulais pas le laisser dormir dans sa chambre. Parce que en fait, je m'y sentais moi-même pas bien. Je me sentais observée. C'était froid. Enfin, j'étais pas du tout à l'aise. Et en août, je fais un burn-out. Je m'écroule au travail. Le 15 août, je m'écroule au travail et j'étais comme prisonnière de mon corps, en fait je faisais des malaises et je ne pouvais plus, j'entendais les gens mais je pouvais plus bouger, je pouvais plus répondre ni rien, c'était vraiment bizarre. Bon, c'était pas une possession non plus, hein. C'était un burn-out. Je pense que cette maison en fait me mangeait beaucoup d'énergie. Donc j'ai vite fait appel à un géobiologue, chose que je n'avais jamais fait avant. Parce que surtout pour mon fils et mon chien, je me suis dit, eux n'ont pas de conscience de ça. Moi, je me dis, je peux me laisser polluer le cerveau parce que, bon, allez, j'ai des peurs, j'ai des craintes, j'ai eu des expériences depuis que je suis toute petite, un peu spéciales. Du coup, le astral, ça me fait peur. Donc, je me dis, je vais appeler un géobiologue. Ah, et aussi, ce qui m'a fait appeler, donc, le matin, je me lève. En fait, dans la nuit, j'avais entendu du bruit dans ma salle de bain. Le matin, je me lève et j'ai un petit ange que j'ai gardé. Et en fait, il était donc dans un meuble, dans la salle de bain, et dans une niche. Donc, même s'il y avait eu un chat, chose qu'il n'y avait pas, mais qui serait passé par là, il n'aurait pas pu le faire tomber, il n'aurait même pas pu rentrer dans la niche. Et en fait, le matin, je me lève et mon ange était par terre avec le pied cassé. C'est un ange que j'ai depuis énormément longtemps. Donc là, je me suis dit, d'ailleurs, je l'ai surnommé Michel, comme Saint-Michel, enfin, comme l'archange Michael. Là, je me suis dit, mauvaise limonade. Donc, j'ai appelé vraiment le géobiologue. J'avais le choix entre deux et j'ai choisi un géobiologue qui travaille avec les techniques de Jan Lipnik. C'est un formateur de Jan Lipnik. Jan Lipnik, j'adore. Donc, je pense que les Nuréens connaissent. Bon, si vous ne connaissez pas, vous pouvez voir des vidéos de lui sur YouTube. On découvre énormément de choses. Mais j'étais pas encore trop ouverte à ça. Mais j'ai senti qu'il fallait vraiment que ce soit lui que j'appelle. C'était pas juste une question de réseau Perret ou autre. Enfin,
Hein. C'était vraiment des entités, je le savais. Et en fait, quand donc j'ai appelé en septembre, il devait venir donc le 2 octobre, il n'a pu venir que le 4, parce qu'en fait la maison était tellement plombée, tellement habitée, qu'il a fallu qu'il nettoie beaucoup. Il n'avait pas l'autorisation de ses guides de venir le 2. Donc ça a pris plus de temps que prévu, et il est venu. Quand il est venu, en fait, bon alors c'était extraordinaire, hein, des choses extraordinaires, à savoir que donc j'ai été veuve à 23 ans à l'époque, donc ça faisait 12 ans que mon conjoint était décédé. Et en fait, ce géobiologue, enfin ces géobiologues de cette équipe, certainement d'autres aussi, mais je les connais pas, je ne connais pas d'autres techniques. Là, la technique de Yannick, en fait, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent les entités qui sont collées à nous. Et en fait, mon conjoint était toujours là. Moi, on m'avait toujours dit qu'il était parti dans la lumière, mais il a été assassiné, donc c'est un peu plus compliqué. Et donc, il n'était pas parti dans la lumière. Et mais en fait, il a fallu qu'on discute, enfin que je discute avec lui, que je lui dise que c'était bon, qu'il pouvait s'en aller, qu'il n'y avait pas de souci, qu'il pourrait revenir justement en être de lumière. Parce que comme il restait bloqué entre deux eaux qui vibraient pas très haut, il prenait aussi notre énergie pour pouvoir rester. Donc du coup, j'ai eu comme un deuxième deuil, parce qu'il est parti, il est revenu qu'au bout d'1 mois et demi. J'ai su qu'il revenait, hein, parce que j'ai senti vraiment sa présence, et maintenant je sais que c'est vraiment un être de lumière. Voilà. Donc ça, c'était la première chose grâce à laquelle ma vie a changé, en faisant venir ce géobiologue. Et ensuite aussi, donc il faut savoir que c'était vraiment plombé, c'est-à-dire qu'il y avait une égrégore. Avant, il y avait donc une boîte de nuit, donc trafic de drogue, raquettes, les armes, la violence, le sexe, tout. Donc l'égrégore de la mafia était vraiment là. Et il y avait des choses aussi très... En fait, c'est comme si toutes mes plus grosses peurs depuis toute petite étaient concentrées dans cette maison. Plus tard, j'ai appris que en fait, c'était pas nous qui choisissions notre maison, c'est la maison qui nous choisit. Et en fait, je peux le valider, parce que on s'y est repris à 3 fois. Je voulais pas, et à chaque fois, cette maison est revenue sur le tapis 3 fois. Donc, je sais que c'est elle qui m'a choisi. Elle m'a choisi parce que en fait, grâce à elle, j'ai pu affronter mes peurs, mes plus grosses peurs. Donc, c'était pas facile, mais grâce à l'aide du géobiologue, j'ai pu vraiment prendre un nouveau départ, comprendre, réaliser, accepter beaucoup de choses sur l'au-delà, sur différentes dimensions, sur les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les archanges et tout. J'ai appris énormément de choses. Ça m'a vraiment ouvert des facultés. Ça m'a ouvert des facultés en fait. Donc ça, le géobiologue, c'était vraiment... Je conseille toutes les personnes qui se sentent pas bien chez elles. Je sais que c'est un petit coup, c'est pas donné, mais vraiment, vraiment économisez et faites venir vraiment un géobiologue, parce que c'est vraiment la chose qui... C'est comme si vous repartiez vraiment à neuf. Voilà, ça nettoie la mémoire des murs, ça nettoie... Voilà. Je suis pas là pour faire la pub du géobiologue, attention, je vous donnerai son nom si vous le voulez, mais je suis pas là pour faire sa pub, je suis vraiment là pour aider les gens et pour leur dire, voilà. Donc le négatif, maintenant je sais qu'il est là pour nous apprendre des choses. Là, il était là pour m'apprendre à dépasser mes peurs, pour m'apprendre à mieux connaître la chose et pour m'apprendre à nettoyer. Voilà. Ça m'a ouvert beaucoup de portes mentales, je dirais. Et vraiment, je le recommande à tout le monde. Donc, ce qui m'a prouvé, parce que je suis très branchée énergie paranormale, mais en même temps, je suis très cartésienne. Il me faut toujours des preuves. Donc, ce qui est bien, c'est que tout ce que je teste, si j'y crois, c'est parce que j'ai eu les preuves. Donc, en fait, quand ce monsieur est venu, le soir même, mon chien, donc Big Bulldog américain qui dormait pas tout seul, chien qui n'a aucune conscience de ce qu'est le paranormal ou pas le paranormal, je veux dire un géobiologue, je pense qu'elle sait pas trop ce que c'est, elle sait pas ce qu'il fait, et ben le soir même, elle dormait toute seule dans le salon, et mon fils était vachement plus détendu, je me sentais vraiment beaucoup mieux dans la maison. Bon, je dis pas que mon fils s'est mis à dormir dans son lit du jour au lendemain, parce que bon, c'est un enfant,
c'est plus compliqué. Mais en tout cas, on était beaucoup plus détendus. Mes maux de tête terminés. Voilà. C'est comme si j'avais une deuxième naissance. C'est comme si ma vie actuelle, voilà, elle avait commencé à l'achat de cette maison et à la venue de ce géobiologue. Voilà. Et en fait, en comprenant plein de choses, en les acceptant et en passant au-dessus de mes peurs, j'ai pu vraiment grandir. Voilà. Après, au niveau paranormal, j'ai encore pas mal d'histoires à raconter, mais j'ai choisi celle-là parce que la maison, c'était vraiment ce qui était vraiment le plus négatif pour moi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. J'espère que mon témoignage vous a plu et qui va vous aider. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des soucis dans leur maison, qui se sentent pas bien, qui ont des pressentiments, qui dorment mal, des maux de tête, les géobiologues, c'est vraiment la meilleure chose, le meilleur investissement. Voilà. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite pas un bon anniversaire encore parce que ça porte malheur de le souhaiter avant, il paraît. Mais je vous embrasse, à bientôt. Dans la vidéo qui va suivre, Delphine nous livre le récit d'une expérience de communication avec une entité venue d'ailleurs. Une expérience qui mêle observation, connexion, ressenti et même vie antérieure. Un grand merci à Delphine pour son témoignage. Bonjour à tous, moi c'est Delphine, j'ai 44 ans, bientôt 45, je suis en couple depuis 26 ans, nous avons un fils qui va avoir 16 ans au mois de mai. Donc voilà, je vais vous expliquer mon expérience que j'ai pu faire avec mon conjoint justement l'année dernière à Estepona sur la Costa del Sol en Espagne chez ma belle-mère. Il est minuit 22, Joachim me presse pour monter sur la terrasse, nous avons l'habitude tous les soirs d'y monter et de regarder le ciel. Je le suis de peu et je le vois adossé sur un muret et il m'appelle et il me dit « Tel, tu as vu ?» Et moi je lui dis « Bah non, qu'est-ce que tu as vu ?» Et là il m'explique qu'il a vu une lumière orange dans le ciel et qu'il pensait d'abord à un avion. Et cette lumière orange, il sentait que ça lui était destiné et elle s'est mise à descendre verticalement vers la mer. Là, il me demande si je ressens quelque chose, parce que j'ai certaines capacités à ressentir les choses. Et là, je dis, écoute, non, ça t'était destiné, mais je vais essayer. Donc, je me mets contre le muret et je me connecte, j'essaie de me connecter. Et là, je ressens une très grande force, un grand frisson. Et je respire rapidement, presque difficilement. Et puis, cette énergie qui me parcourt comme une sorte de colonne. Et la première chose qui vient en direction de Joachim, c'est « nous te connaissons ». Je reçois donc un message par télépathie qui me dit qu'ils vivent sur l'eau, que Joachim était un des leurs, que c'est un être qui le connaît, qui parle à travers moi. Il dit que nous devons surveiller nos pensées, que pour élever nos vibrations et ainsi faire monter la vibration de la matière, donc de la Terre, de la transcender, que l'humanité est en train de grandir, que nous allons vers un nouvel âge d'or, un renouveau. J'entends prospérité, abondance, c'est deux mots qui viennent à moi. J'ai comme une vision d'une cité lumineuse dorée à travers deux flancs de montagne. C'est très lumineux mais qui me fait pas mal aux yeux. L'avenir de l'humanité semble bon. On parle de prière à faire en dirigeant nos pensées, nos intentions en direction d'elle. Alors eux, ils vivent désormais essentiellement dans l'eau. La vibration et l'énergie ne leur permettent plus d'y vivre sur Terre. C'est trop fort, visiblement, ou trop bas, je pense plutôt. Ils veillent cependant aux hommes et aux bêtises qu'ils engendrent. À ce moment, Joachim essaie de poser beaucoup de questions, donc j'essaie dans mon état de lui dire chut, comme ça, et j'entends tu parles trop terrien, donc assez amusé, donc visiblement il utilise beaucoup son mental. Joachim me demande pourquoi ils sont là, et là du coup mon corps bouge un peu et se dirige vers lui, le maintient au niveau des bras. Je regarde fixement et je le vois comme avec un autre regard et je lui dis tu es le lion. Je ferme les yeux et je vois apparaître une tête de lion doré. Je comprends le lien qu'il a avec les félins parce que visiblement c'est son lion, le lion des mers. Je vois un trident. Je sens un homme de combat, mais pas celui qu'on imagine, pas un homme sanglant. Je sors encore donc très fort. Une force me guide à le faire et un homme puissant. Donc je le vois visiblement dans une armure dorée.
magnifiques, qui sont comme frères, et il lui dit « N'oublie jamais que tu es fort ». À ce moment-là, je vois un cube avec des bords transparents, avec une lumière violette et dans un espace illuminé d'étoiles, comme dans une galaxie. Je le serre à nouveau dans les bras et je sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui lui est transmise. Je vois sous cette cuirasse comme des écailles qui se soulèvent avec des lumières jaunes, orange, rouge qui illuminent. C'est la force qui est en lui. Il ne doit pas hésiter à l'utiliser, on me dit, et qu'il faut qu'il se connecte à ça pour pouvoir la réutiliser. Alors après ça, on finit par redescendre dans nos chambres, secoués par tout ça, on finit par en discuter, puis ça revient. Et là, on me fait comprendre que ce sont des êtres qui ont vécu à la fois en dehors de l'eau et sous l'eau, comme dans le film Aquaman. On me dit que ce sont des frères d'âme, mais pas des combattants guerriers sanglants, mais qu'il semblerait qu'ils étaient entraînés pour aller aider les peuples qui étaient attaqués par des sortes de pirates, des êtres visiblement énergétiquement très bas, et qu'ils étaient vaillants, courageux, qui se connaissaient par cœur dans leur fonctionnement, comme des frères. On me dit encore que j'aurais vécu à cette période-là, et on me fait faire un balancement avec mes bras, comme si je portais un bébé, et je comprends que Joachim était mon fils à cette période-là. J'étais donc sa maman, donc je comprends le lien très fort que nous avons entre nous. Ça finit par se terminer et se calmer, on s'endort. Le lendemain, je décide de faire une méditation pour avoir un petit peu plus de précision quant à leur habitat. Donc je me vois sous l'eau et je me vois dirigée vers un rocher. Et là, comme un effet de zoom, je comprends qu'ils sont dans une sorte de mini bulle et qui vivent de façon macroscopique, comme la physique quantique peut expliquer l'état le plus petit au plus grand. Et donc ils vivent encore là. Merci à Nora et à Guillaume de me laisser parler de cette expérience. Merci à vous. Alors, la prochaine vidéo nous a été envoyée par quelqu'un que nous connaissons très très bien sur Nurea, n'est-ce pas les amis? Il s'agit de Amédée. Gros bisous à toi. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Dans cette vidéo, il nous explique les événements qu'il a vécus, des événements liés à la chapelle Saint-Lié, aux environs de la ville de Reims. Signes et synchronicités sont au rendez-vous de ce témoignage qui nous apprend qu'il faut parfois être attentif à de nombreux faits, et ce sur une longue durée pour espérer mettre bout à bout toutes les pièces du puzzle. Bonjour à tous, je suis Amédée, 67 ans, nuréen depuis environ 2 ans. Je vais vous parler d'événements particuliers que j'ai eus autour de la chapelle Saint-Lié, un haut lieu énergétique sur une hauteur de Ville-de-Mange à proximité de Reims. Ceux qui me connaissent ne s'étonneront pas que mon témoignage soit particulier. En effet, en ce qui me concerne, aucune expérience particulière n'est isolée, mais tout est lié, intriqué, que ce soit les rencontres, les rêves ou même les événements de la vie courante. Le tout me rend comme un puzzle qui se complète petit à petit sans aucune ligne directrice. Je vais donc vous faire part de mes relations avec Saint-Lié, initiées dans la deuxième moitié des années 60, des expériences culminantes en 2000-2004 et un rebond en 2018. Dans la deuxième partie des années 60, je me promenais à vélo avec un copain dans la campagne de Reims. Un jour, il m'a emmené dans une petite chapelle et je me suis trouvé complètement subjugué de bien-être. Cela m'est resté au fond de la mémoire sans que j'en garde ni le nom ni l'emplacement. Vers l'année 2000, j'ai été en relation professionnelle avec Pascal, dont j'ai appris qu'il était géobiologue. J'ai eu à solliciter ses services avec un constat imparable de ses compétences. Nous avons sympathisé, confrontant nos ressentis similaires et subtils concernant des personnes de notre entourage. Je pense que suite à cette affinité, il a convenu avec son ami Ahmed que je les rencontre sous prétexte d'une petite intervention informatique. Le docteur Ahmed est un médecin d'une extrême spiritualité, pratiquant tout un panel de ce que l'on peut appeler soins énergétiques. Lors de mon intervention sur l'ordi du docteur Ahmed, ressentant une chaleur intense, j'ai remarqué le sourire complice de Pascal et Ahmed restés à l'entrée de la pièce, l'un disant à l'autre « ils sont là ». Je regardais avec une vision légèrement éblouie au-dessus d'eux.
Ils me précisèrent, oui, les êtres de lumière sont là. Nous avons ensuite discuté tous les trois devant un café. Ahmed m'a confirmé être en contact avec les êtres de lumière. Il a pratiqué un soin à distance sur mon épouse, s'aidant du potentiel énergétique de Pascal, épuisé après cette séance. J'en ai constaté le réel effet. Puis nous avons parlé du ressenti des énergies et des hauts lieux énergétiques. Cela m'a alors rappelé le souvenir de cette chapelle dans mon enfance qui m'avait tant marqué. D'après les quelques bribes de mes souvenirs, Ahmed et Pascal ont contenu qu'il ne pouvait s'agir que de la chapelle Saint-Lié, un haut lieu énergétique sur une hauteur à une douzaine de kilomètres de Reims. Le dimanche matin suivant, je décide de m'y rendre. J'arrive sur la hauteur et me gare sur le petit parking. Tout est calme, sans aucune forme d'impatience, j'observe les lieux avec tout mon ressenti. Puis j'emprunte sur la gauche le petit sentier qui fait le tour de la chapelle, située plus haut dans les arbres. J'apprends ensuite que c'est la bonne approche de ce type de lieu. Le tour effectué, revenu près du parking, j'observe longuement toute la plaine de la ville de Reims, visible de cette hauteur. Le soleil est presque au zénith et mes yeux le ressentent. Je finis par escalader tranquillement le petit chemin qui mène à la chapelle. J'arrive en haut, face à la porte d'entrée. Je lève les yeux sur la statue de la Vierge au-dessus de la porte. Une Virgo paritura, Vierge qui va enfanter. Et aux surprises, elle me paraît vivante. Je sais très bien que c'est un effet de rémanence du soleil dans mes yeux qui me donne cette vision, bien que je n'ai pas remarqué ce problème de vision en montant le chemin. C'est un effet de couleur à peine rosée et légèrement vibrant qui donne vraiment l'impression de vie. Je reste à l'apprécier sans chercher à calmer mes yeux. Puis, je me place au seuil de la porte, sous la Vierge, et ressens très bien l'énergie du lieu. Je m'en imprègne pendant de longues minutes. C'est un peu grisé que je redescends le chemin. Au bas du chemin, le soleil face à moi me fait un nouveau coup. Il est situé pile poil au-dessus du croisement de deux traces d'avion, courtes et identiques, et se coupant exactement au milieu. C'est comme le drapeau corsaire, avec le crâne et les deux os en dessous, mais totale lumière. Là, je me dis, s'il n'y avait que la Vierge vivante pour m'accueillir, je pourrais reléguer cela au pur hasard. Mais avec ce motif des plus improbables au moment du départ, ce ne peut être que des signes. À nouveau réunis tous les trois, Ahmed, Pascal et moi, peu de temps après, j'exposais les faits, et il était assez clair pour mes interlocuteurs, largement plus connectés que moi, qu'il s'agissait bien de signes. Mais celui du soleil résistait à l'interprétation. Ce n'est que 2 ans plus tard que j'ai eu une approche de compréhension de ce signe. J'ai fréquenté régulièrement ce lieu en solitaire, mais j'y suis venu aussi quelques fois avec mon épouse qui en a également ressenti l'énergie. Un jour, en arrivant en bas du chemin d'accès, là où se trouve une magnifique croix de la Passion, je constate que l'éponge de la croix est tombée par terre. Je ne comprends pas trop car normalement elle est fichée sur une pique et ne pouvait s'enlever facilement. Je prends donc cette éponge, monte sur le socle de la croix et essaie de la remettre en place. Mais la pique est inatteignable. À ce moment, je vois face à mon regard, sur le montant de la croix, une petite plaque avec exactement le motif que m'avait présenté le soleil au premier jour. Je pense que cette petite plaque discrète est comme la signature de l'artiste. Ce serait donc un petit salut de sa part que j'aurais eu le premier jour. Quant à l'éponge, je l'ai déposée à l'église du village avec un petit mot. Elle a été remise en place peu de temps après. J'ai continué à fréquenter ce lieu de moins en moins souvent. Nos chemins professionnels se sont séparés avec Pascal. Quant au docteur Ahmed, suite à quelques rencontres en compagnie de Pascal, une séance de soins pour moi et une pour mon épouse, les relations ont été également interrompues, le docteur Ahmed ayant pris sa retraite. Que des rencontres intéressantes ne soient qu'éphémères pour moi, c'est toujours le cas, comme si mon cheminement devait être solitaire. Le dimanche 21 novembre 2004, j'étais tranquille chez moi devant mon ordinateur. J'ai eu un besoin impératif et immédiat de me rendre à Saint-Lié. Bien que je n'y sois pas allé depuis 2-3 semaines, ce besoin était nullement d'ordre énergétique. J'ai tout de suite compris que c'était comme une forme d'injonction. Je
Je me suis dit, si c'est un rendez-vous des extraterrestres ou autre, je prends mon appareil photo. Comme quoi j'étais convaincu d'une convocation venant d'ailleurs. Partant immédiatement, tout le long de la route, j'étais surexcité, faisant toutes les suppositions possibles, surveillant le ciel pour voir s'il n'y avait pas un ovni qui m'accompagnait. Je vous laisse imaginer mon état. Arrivé à Saint-Lié, sur le parking, tout est calme. Malgré mon excitation, je procède comme à l'accoutumée par faire le tour du lieu par le petit chemin. Puis je grimpe tout aussi tranquillement jusqu'à la chapelle. En arrivant en haut du chemin, j'entends comme si des gros oiseaux se volaient littéralement dans les plumes. Bruit très fort que je situe plus ou moins à l'intérieur et en haut du clocher sur ma droite. Arrivé à la porte de la chapelle et regardant toujours le clocher, je vois apparaître un pigeon à une petite lucarne. C'est la première fois que je vois un pigeon à Saint-Lié, un lieu qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter. Et en plus, il est seul. Le bruit d'aile n'était donc pas une bataille, cela me semble peu réaliste. Un oiseau qui s'enfuit dans le clocher à mon arrivée aurait pu produire ce bruit, mais là il descendait pour venir me voir. Peut-être s'est-il cassé la figure dans le clocher. De plus, il reste immobile à la lucarne, imperturbable, même quand je l'interpelle. Je le photographie, le prends en vidéo, il me regarde d'un œil où je perçois un petit point brillant. De temps à autre, il tourne légèrement la tête pour me regarder avec son autre œil et avec toujours un petit point brillant. Il restera là imperturbable pendant toute ma présence sur les lieux, soit environ 3/4 d'heure. Je finis par délaisser le pigeon en me disant que je n'ai pas été convoqué simplement pour voir un pigeon. Je me laisse envahir par l'énergie du lieu tout en observant la nature, les arbres, le ciel entièrement dégagé. Au bout d'un certain temps, je commence à penser à mon départ. Et, regardant le ciel une dernière fois, le soleil, face à moi, mais caché tout juste derrière le sommet d'un grand arbre, je vois apparaître un halo autour. Celui-ci est immense par rapport au soleil. La bordure est fine et fait comme un kaléidoscope arc-en-ciel. J'observe un avion de ligne qui passe très haut dans le ciel, à peine visible. Il masque le contour du halo à son passage, donc le phénomène est plus haut que cet avion. J'étudie et photographie ce phénomène que je ne connais pas. Je l'observe pendant un bon quart d'heure avant qu'il ne s'estompe. Et bien sûr, je me fais un film. Dès qu'ils m'ont convoqué, j'utilise un pigeon pour m'observer, il est toujours là imperturbable. Ils l'ont même forcé un peu violemment à descendre dans le clocher. Ce que je vois, c'est un vaisseau-mère stationné au-dessus de la Terre, hors de l'atmosphère. Je peux le distinguer grâce à l'alignement entre le soleil, le vaisseau et le lieu énergétique où je suis. Je finis par partir, non sans dire au revoir au pigeon, et l'esprit quand même bien perturbé. Rentré chez moi, je cherche sur le net et finis par trouver que ce phénomène est appelé sundog. Il ne se produit pas habituellement dans nos latitudes. J'ai essayé de chercher si quelqu'un d'autre avait vu ce phénomène, mais rien dans la presse les jours suivants et rien sur le net jusqu'à ce jour. Toujours est-il que j'ai eu un besoin immodéré d'aller voir un phénomène avant qu'il n'arrive, et c'est pour le moins de la prémonition. Et un pigeon a eu également envie immodérée de venir m'observer pendant 3/4 d'heure. Ça fait globalement une bonne expérience. Et oui, et il y a eu un petit rebondissement. Le 27 juin 2018, j'ai fait une expérience d'hypnose régressive. Un personnage d'une de mes vies révélées, druide de son état pendant la période celte, me précise qu'il a fréquenté ce haut lieu et qu'il y avait déjà une structure à l'époque. Il m'est alors revenu à l'esprit que quelques pierres de taille conséquente, affleurant le sol, sortaient de façon improbable de dessous la chapelle, probablement un vestige de cette époque antique. Voilà, mon expérience avec Saint-Lié est achevée, ou pas. J'espère que j'ai pu faire passer le message qu'une expérience hors du commun n'est pas nécessairement un fait ponctuel. S'il semble que c'est souvent le cas, pour servir de déclencheur, d'éclairage sur le chemin spirituel à suivre, pour certains, il faut prendre en compte une multitude de faits sur une longue durée pour en avoir une approche complète. Pour autant, chaque élément participant à cette approche n'est pas exclusif de celle-ci. Pour exemple, les rencontres avec Ahmed et Pascal ont participé à bien d'autres éléments de mon évolution.
Merci de m'avoir accompagné sur une partie de mon chemin. Au revoir. Nous voici arrivés à la fin de ces témoignages, mais il reste quand même une petite vidéo. Une vidéo qui a dû faire un très long voyage, voire même un voyage multidimensionnel. Nicolas, de son nom terrien, on imagine que sur les autres planètes il en a un tout autre, a souhaité donner un petit message pour tous nos amis nuréens. Nous l'écoutons. Et bravo Nurea Télé! J'ai adoré regarder vos émissions pendant 4 ans, Nora et Guillaume. Exceptionnel! Et voilà, c'était les témoignages de l'anniversaire des 4 ans de Nurea TV que vous nous avez envoyés. Merci énormément les amis pour votre confiance. Un grand merci à vous parce qu'on sait que c'est pas évident de témoigner comme ça devant autant de monde parce que Nurea est devenue une grande famille et vous savez que vous serez nombreux à suivre ces témoignages. On vous invite, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos petits mots d'affection à tous ces Nuréens qui ont eu le courage de témoigner sur notre antenne ce soir. Quant à nous, on vous dit encore un grand merci à vous tous. Encore une fois, Nurea TV a maintenant 4 ans, bientôt l'âge de raison, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on continue de grandir tous ensemble et sans vous, cela n'est pas possible. Donc on vous dit un grand merci. Il reste une chose à faire, je pense. Il y a une coutume lorsqu'on fête son anniversaire, c'est de souffler les bougies. Voilà. On en a prévu une un peu spéciale ce soir. Donc avant de rendre cette antenne, je crois que... On souffle ? On souffle, c'est parti. On compte jusqu'à 4 ? 1, 2, 3... Et joyeux anniversaire les amis, merci beaucoup, merci à vous tous. À partir de maintenant, Nurea continue son aventure, avec vous à vos côtés, il ne peut rien nous arriver. On vous souhaite une bonne fin de soirée les amis, et surtout n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Prenez soin de vous, ciao.